Bonjour à toutes, à tous. Bon, comme vous voyez, on est déjà au bureau, déjà à Paris, alors que moi, je m'attendais à rentrer pépère, dans mon coin, aller voir des gens, prendre un café avec l'équipe, faire des petites réunions. Et là, voilà que boum, entre Noël et l'an, ils mettent en commission le pass vaccinal. Et dès le 3 janvier, ça arrive dans l'hémicycle. Donc là, en plus, ce matin, il y avait 2 trains supprimés entre Amiens et Paris. Donc j'ai dû pousser ma gamine pour qu'elle s'habille et tout ça et qu'elle parte à l'école. Et j'aime pas partir, débuter ma semaine comme ça. Et j'ai même dû lui mettre du dentifrice sur sa brosse à dents pour qu'elle aille plus vite, tu vois, quasiment lui poussant la brosse sur les gencives. Et bon voilà. Et me voilà à Paris, sachant que moi j'ai 2 amours, mais c'est pas Paris. mon amour, et on vient en plus pour un texte nul, avec des mensonges en cascade. Encore plus de Véran, qui est un espèce de Pinocchio. Si jamais on voyait la taille de son nez, ça ferait plusieurs fois le tour de la Terre, j'ai l'impression, depuis le temps que dure cette crise. Bon, faut quand même que je vous présente mes vœux. Alors, on va dire quoi? Amour, gloire et beauté. Et la santé surtout. Quand j'étais môme, évidemment, quand je passais chez les grands-tantes, les grands-oncles, que je comprenais pas les liens familiaux, dans les bleds dans mon coin, Proyard, Zutkerk et tout ça, avec ma sœur, il y avait toujours... un moment où on nous disait « Et la santé, surtout !» Avec ma sœur, on se foutait de la gueule des grands-tantes et des grands-oncles, mais enfin, c'était pas si bête que ça. Et la santé, surtout, et c'est de ça dont on va parler, de la santé, justement. Je tiens à remercier Damien. Tiens, tu peux faire un petit contre-champ sur Damien. On va me montrer à l'image, Monsieur Damien. Salut, bonne année. Monsieur Damien, parce que, bon, moi, quand j'ai vu qu'il y avait le pass vaccinal, je me suis pas dit, précipitant sur les chiffres, quelles sont les analyses statistiques, quel est le pourcentage de vaccinés, de non-vaccinés chez les personnes fragiles et tout ça. Je voulais pas entendre parler de ça avant de revenir au boulot. Et donc, j'ai dit à Damien, tu t'en charges. Et il s'en est très bien chargé. Et si je peux vous présenter ce bulletin aujourd'hui, c'est parce qu'il a bossé avant. Et ce bulletin, quelque part, c'est un espèce de brouillon pour moi avant... donc merci de servir de cobaye, avant les interventions dans l'hémicycle, cet après-midi et vraisemblablement cette nuit et jusque, je pense, tard dans la nuit. D'abord, ils n'ont pas relevé la digue. Ils n'ont pas relevé la digue à l'hôpital, on l'a déjà montré, puisque on avait fait des graphiques là, pour dire, en 4 ans, Macron a fermé 17 600 lits, ils veulent tuer l'hôpital. Et alors, moi, quand je vais pisser, j'ai le droit à un check news. Donc, on a eu le droit à un check news. Est-ce que c'est vrai que, comme le dit François Ruffin, Macron a fermé 17 600 lits d'hôpital? C'est qui l'a fait le check news? C'est Libération. Libération. Ils ont fait un check news, ils ont dit non, en fait, c'est pas 17 700, c'est 17 900. Pardon de nous être trompés de 300 lits, mais donc c'est 300 lits supplémentaires qui ont été fermés. Alors, surtout, là, on s'est concentré sur qu'est-ce qui se passe sur la première ligne. La première ligne à l'hôpital, face au Covid, c'est évidemment les services de réanimation. Et déjà, l'an dernier, au moment du budget post-Covid, le premier budget post-Covid de la sécurité sociale, j'avais pointé qu'il était scandaleux, voire criminel, de baisser d'1 milliard le budget de l'hôpital, mais surtout qu'il n'y ait pas un poste de réanimateur supplémentaire. Les réanimateurs demandaient pour toute la France 67 postes de réanimateurs supplémentaires. C'était pas la mer à boire quand même. 67 médecins réanimateurs en plus. Et Véran leur en avait accordé 0, 0, 0, 0, 0. La tête à Toto, faut bien le retenir. 0 quand même. 0 poste de réanimateurs en plus post-Covid. Alors, certes, ça met des années à être formé, tout ça, mais ça aurait été des internes qui auraient été dans les hôpitaux. Et surtout, ça aurait été la lumière qui serait restée allumée dans l'hôpital, on se serait dit, bon d'accord, il y a eu un avant, il y aura un après. Mais non, 0 poste de réanimateur. Non seulement ils ont baissé la digue à l'hôpital, mais en plus, ils ont baissé la digue en réanimation aussi. Au début de l'épidémie, en mars 2020, il y avait 5500 lits de réanimation. En décembre 2021, donc là, il n'y en avait plus que 5000. Ils ont baissé de 500 lits, moins 10% pour les lits de réanimation. Mais en plus, comme il manque de personnel là, on a 400 lits encore en moins, donc on est à 4600 lits sur les 6500. Donc là, on est à 4600 lits sur les 5500 de départ. Voilà un peu l'état des lieux. Et donc toi, Damien, tu as appelé le président, hein, c'est ça, du syndicat des médecins réanimateurs, M. Djilali Hannan. Tu as discuté avec lui et quel tableau il t'a dressé? Ce qu'il m'a expliqué, c'est que déjà la digue, elle est moins solide, c'est ce que tu disais.
mais qu'en plus, en fait, Véran, il n'en a vraiment rien eu à faire des médecins réanimateurs et de la réanimation, puisque dans les conclusions du Ségur et dans le discours de fin de Ségur de Véran, il n'y a pas une seule fois le mot réanimation. Et ensuite, entre mars 2020 et juin 2021, Véran, il n'a jamais reçu une seule fois les médecins réanimateurs. Et en fait, pour eux, ça explique aussi à quel point Véran, il s'en fout, en fait, de la réanimation et que ça l'intéresse pas beaucoup, quoi. Il y a eu 2 enquêtes qui sont sorties il n'y a pas si longtemps. Donc il y a celle de l'IGAS d'août 2021. Donc c'est Véran qui a demandé à l'IGAS de faire une enquête sur les lits en réanimation. L'IGAS, c'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Ouais, donc c'est un peu les flics du social, quoi. Ouais, c'est ça. Et dans cette enquête, l'IGAS, ils disent qu'il faut 1000 lits de réanimation supplémentaires. Et ils disent notamment que c'est 1000 lits, qu'il y a eu 1000 lits fermés récemment à cause du manque de personnel. Donc en fait, quand Véran il dit qu'on ne peut pas ouvrir de lits, il existe déjà, ce que me disait Dji Alianan, c'est qu'il existe déjà des lits équipés à l'hôpital qui traînent, mais qui sont fermés parce qu'il n'y a pas assez de monde. Donc en fait, ce serait pas si compliqué que ça de les ouvrir. Il faudrait du monde du coup, mais sauf que là, le personnel il s'en va, quoi. Et pareil, il y avait un rapport de la Cour des comptes qui disait que. Attends, je te cite la Cour des comptes, septembre 2021, qui disent entre juillet et octobre 2020, nous n'avons pas relevé de décision annonciatrice de modifications structurelles pour les soins critiques. Aucune décision n'a été prise qui pourrait indiquer que les pouvoirs publics envisageaient une évolution. Là, je pense que c'est une situation clé, ce que dit la Cour des comptes. Elle explique l'état d'esprit dans lequel le gouvernement a fait le Ségur. Ce qu'on savait, mais là, qui est quasiment marqué noir sur blanc par un institut officiel. C'est quoi? C'est, bon, on est prêt à leur donner un truc pour être tranquille. Mais il ne faut pas que ça s'inscrive dans la durée. Donc, on est prêt à faire une concession sur les salaires, mais surtout pas à revoir comment on va travailler à l'hôpital, à remettre des postes à l'intérieur et tout ça. Et surtout pas à affronter le diktat, on va dire, Bruxelles, qui dit 3% de déficit et qui dit c'est sur l'hôpital qu'on doit supprimer des postes. En fin de compte, c'était une concession temporaire, le Ségur faite, mais non pas une réorientation dans la durée. Donc on a accepté de toucher au salaire, mais on a refusé de toucher au poste, au fonctionnement de l'hôpital, à l'organisation, à relever la digue. Et ça, je trouve que cette citation de la Cour des comptes, elle est très très parlante à ce niveau. Qu'est-ce qu'il te dit le le président là, des réanimateurs sur le pass vaccinal? Ce qu'il dit, c'est qu'il n'existe pas de pertinence médicale et scientifique au pass vaccinal. Pour lui, c'est clairement un choix de faire peser sur les non-vaccinés toute la vague Covid. Et en gros, ce qu'il explique, c'est que même au stade où on en est d'aller demander un pass vaccinal aux gens, ça sert à rien. Et que c'est pas ça qui va faire qu'on va soigner plus de gens ou non. C'est qu'il faut renforcer les réanimations, quoi. Et c'est ce qu'ils disent dans leur tribune du 31 décembre. Quand Véran nous dit qu'il y a 6 ou 7 000 lits supplémentaires, qu'on peut monter jusqu'à 12 000 lits, tout ça, j'aime bien leur expression. Ils appellent ça des lits de camping. C'est-à-dire qu'un lit de réanimation, c'est évidemment du matériel autour, c'est du personnel autour. Et là, il dit, Véran, ce qu'il nous propose, c'est de faire du lit low cost, quoi, en fin de compte. Bon, donc voilà, un entretien très intéressant qui me file des billes pour moi, pour interpeller Véran cet après-midi dans l'hémicycle, si jamais il est là. Sachant qu'au fond, moi, je ne crois pas que c'est le Véran qui devrait être là. Moi, je pense que c'est le Premier ministre qui devrait être là. Pourquoi? Parce que ça n'est pas seulement une question de santé, c'est une question de liberté publique. Et c'est même une question... Alors, d'abord, je pense que ça ne traite pas vraiment de la santé, cette histoire de passe vaccinal, mais quand bien même ça traiterait de la santé, on devrait se poser la question de l'équilibre entre l'exigence de santé et l'exigence de liberté. Et que c'est pas au ministre de la Santé de se faire ça. À la limite, vu qu'il s'agit de contrôle policier, on devrait avoir Darmanin qui soit là aussi. On devrait avoir Dupond-Moretti. Mais on devrait avoir celui qui incarne la totalité des dossiers, c'est-à-dire le Premier ministre, qui devrait venir choisir, trancher entre est-ce qu'on donne la priorité à la santé sur les libertés. Bref, je pars dans un truc là. Donc, digue qui n'est pas relevée, qui est la digue de l'hôpital. Digue qui n'est pas relevée non plus, la digue de l'industrie. Qu'est-ce que je sors? Je sors un masque FFP2, parce qu'on a été alerté par notre copine Pauline Londex, qui devrait être ministre de la Santé à la place de Véran, mais enfin bon, qui travaille pour la transparence dans le médicament et qui nous a dit, voilà, moi je suis en Italie, tout le monde porte des masques FFP2. Pourquoi? Parce qu'avec un masque normal, les risques de contamination sont aux alentours de 30%, je ne sais pas comment ils mesurent ça, mais enfin bon, tandis qu'avec ça, ça passe à 0,4%, c'est-à-dire qu'on divise par 80 les risques d'être contaminé quand on passe d'un masque à l'autre. Sauf que
En France, on a donné des millions et même des dizaines de millions d'euros pour créer des usines. C'est nos collègues de Frontignan, c'est M. Nizar du Masque Français qu'on a largement interrogé, qui nous explique qu'ils ont reçu des subventions pour construire des usines, mais qu'une fois que les usines elles ont été là, le gouvernement, il n'a pas eu de politique commerciale cohérente, même de politique de commande publique cohérente, et qu'on a continué à acheter à 99% aux Chinois. Et donc, on a tué les usines qu'on venait à peine de lancer. Donc là, peut-être qu'elles vont un petit peu se relancer. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? On a Stanislas Guérini, qui est le champion de la République En Marche, qui vient expliquer à la télé que, pour l'instant, les masques comme ça, ils sont réservés aux soignants. Bah oui, parce qu'il n'y en aurait pas pour toute la population. Donc normalement, on pourrait demander à toute la population en intérieur, parce qu'on sait que les risques de contamination en extérieur sont quasiment nuls, mais en intérieur, on pourrait demander à la population de porter ça. On ne va pas le faire parce que simplement, on sait qu'on n'a pas la production qui va avec. Donc de ce côté-là, on n'a pas relevé la digue non plus. Une digue qu'on n'a pas non plus relevée, c'est celle du aller vert. Ça, c'est ce qu'on réclame depuis l'été dernier, puisqu'on avait sorti les statistiques, comme quoi, en France, on était le dernier pays de l'Europe de l'Ouest pour la vaccination des plus de 80 ans. Or, quand on regarde qui se retrouve à l'hôpital avec des formes graves, voire qui décède du Covid-19, aujourd'hui, ça reste massivement les plus de 60 ans et encore plus les plus de 80 ans. Là, on n'a pas progressé. On est maintenant à 88% de personnes de plus de 80 ans vaccinées, mais en Espagne, on est à 100%, en Belgique, on est à 100%, au Portugal, on est à 100%, en Italie, on est à 99%, au Danemark, on est à 100%. Bref, on est toujours le dernier d'Europe de l'Ouest pour ça. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'avec les mesures qui sont prises là, on va inciter les gens qui sont les moins susceptibles de faire des formes de graves du Covid-19, en particulier les plus jeunes, à se faire vacciner, mais pas le public qui devrait être le public cible. Et de la même manière, chez les autres personnes dont on va dire qu'ils ont des facteurs de comorbidité, maintenant on a tous acquis un espèce de langage comme ça, technomédical, et ben chez les obèses, il y a 14% des personnes qui ne sont pas vaccinées. Pour les diabétiques, c'est 12%. Ceux qui risquent des embolies pulmonaires, c'est 13%. Donc là, encore, on a des personnes à plus fort risque qui sont beaucoup moins vaccinés que dans les pays équivalents. Et moi, ce que je disais là, on sait mon attachement aux auxiliaires de vie sociale qui passent d'une maison à une autre pour aider les personnes âgées. À aucun moment, elles n'ont été sollicitées pour dire, pour demander aux gens, bon, est-ce que vous voudriez faire le vaccin ? Est-ce que vous l'avez bien fait ? Est-ce que ça vous dit ? Quelles sont vos réticences ? Non, elles n'ont pas été du tout mises dans ce truc d'aller vers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Startup Nation, elle fonctionne avec, vous allez sur Internet et à la limite, au maximum, on vous passe un coup de fil. C'est pas ça. Les gens, pour être convaincus, pour aller vers des choses comme ça, pour savoir que ça existe, ils ont besoin qu'on les prenne par la main, que ce soit des gens qui connaissent, qui leur suggèrent ça. Et ça, ces outils-là, ils n'ont toujours pas été mis en place. Une digue qui n'a pas non plus été relevée, c'est évidemment les brevets. On n'abandonne pas sur les brevets. Il faut se souvenir de la déclaration de Macron au début de la crise sanitaire qui disait « Nous devons faire en sorte qu'un vaccin contre le Covid-19, lorsqu'il sera découvert, bénéficie à tous comme un bien public mondial. » Dans cette assemblée, on a fait une proposition de résolution pour dire « Voilà, on est tous d'accord pour que ça doit devenir un bien public mondial. » Tout le monde a dit « bien public mondial ». Mais seulement quand la France s'est retrouvée à l'Organisation mondiale du commerce, elle a dit « Non, finalement, non, on va voter contre la levée des brevets. » Alors que l'Inde, alors que l'Afrique du Sud, alors que je me souviens plus, le Brésil, enfin, je suis pas sûr du Brésil, parce qu'avec Bolsonaro, c'est pas sûr. Mais enfin bon, réclamer que ça devienne un bien public mondial avec la levée des brevets et qu'ils puissent en produire. Bon, la France a choisi, très clairement, Macron a choisi Big Pharma, l'argent, plutôt que les gens, et plutôt que les gens des pays du Sud. Mais aussi ici, pourquoi pas, on aurait pu en produire aussi en France. Bon, tout ça donne quoi ? Tout ça donne que 56% des doses administrées vont à 16% de la population mondiale, c'est-à-dire les pays riches, quand en revanche, on a pour 84% de la population mondiale 0,1% des doses administrées. Ça veut dire qu'on a 84% de la population mondiale qui n'a pas de vaccin quasiment. Bon, alors qu'on vient nous dire ici que c'est la solution miracle. Je ne crois pas que ce soit la solution miracle, je pense que c'est un outil dans la boîte à outils. Donc, comme ils n'arrivent pas à relever toutes ces digues, c'est pas qu'ils n'arrivent pas, c'est qu'ils n'essayent même pas. La digue à l'hôpital, la digue du aller vert, la digue de l'industrie, la digue de brevet, ils ne veulent pas relever ces digues-là parce que ça se confronte directement aux intérêts des financiers et qu'ils préfèrent les intérêts des financiers à la santé, en l'occurrence. Quelle digue ils relèvent ? Ils relèvent la digue du contrôle.
la digue de la police. Et moi, je souhaiterais qu'on ait Darmanin plutôt cet après-midi, plutôt qu'un ministre de la Santé en face de nous. Je veux rappeler la déclaration initiale d'Emmanuel Macron, président de la République, sur cette question, puisque, au fond, ça reste, grosso modo, ma position. Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin, parce que d'abord, il faut être très honnête et très transparent. On ne sait pas tout sur ce vaccin, comme on ne sait pas tout sur ce virus. Je pense que c'est contre-productif de rendre le vaccin obligatoire sur des vaccins, sur des maladies qu'on connaît mal, sur une pathologie qu'on connaît mal. Même, à la limite, je me suis jamais montré aussi sceptique que Emmanuel Macron ce 4 décembre 2020. Bon, mais ils nous la font par vagues successives en disant à chaque fois que ça sera un instrument provisoire. Emmanuel Macron. Dès qu'on pourra s'en débarrasser, on s'en débarrassera. Gabriel Attal. Un outil temporaire le temps que l'écrasante majorité soit vaccinée. Bon, on est déjà une écrasante majorité vaccinée. Ce n'est pas un outil qu'on a vocation à utiliser des mois et des mois. Olivier Véran, mais sauf qu'on va l'utiliser là des années et des années. Quand on sera à 90-95% de vaccinés, au lieu d'avoir 20 000 cas par jour, on en aura 300 ou ça. Ça c'est Olivier Véran. On a le conseil scientifique qui a alerté sur le risque d'une banalisation du pass sanitaire. Macron qui disait, je l'ai dit, je le répète, le vaccin ne sera pas obligatoire. Macron, le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Véran, la vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire ni pour prendre un transport en commun, ni pour rentrer dans un restaurant. Bachelot, l'idée me paraît choquante à l'unanimité. Les acteurs du spectacle vivant l'ont rejeté, l'idée d'un pass sanitaire à l'entrée. Braun-Pivet, j'ai tenu à inscrire noir sur blanc dans la loi qu'un restaurant, un cinéma ou un théâtre ne pourra pas l'exiger, le pass sanitaire. Bon, le truc, c'est que à chaque fois, tu leur donnes ça, ils te prennent ça, ils disent oui mais c'est temporaire, puis après ils te prennent ça, puis après ils te prennent ça. Enfin bon, c'est clair qu'une fois que tu as mis ton doigt dans l'engrenage, ils t'avalent le bras, ils t'avalent la main, ils t'avalent tout entier. Il faut pas croire, on n'en sortira pas. Ça a commencé par dire bon, il y aura un vaccin, mais vous inquiétez pas, il sera pas obligatoire. Ça a été ensuite, bon, on va vous mettre un pass sanitaire, mais rassurez-vous, c'est que pour les grands événements. Après, on vous met le pass sanitaire, y compris pour aller au restaurant, mais si vous voulez, vous pourrez avoir un test. Et puis maintenant, c'est, même avec un test, ça marche plus, il faut avoir le pass vaccinal. Alors là, c'est vrai que le Conseil d'État lui-même nous la joue comme ça un petit peu à l'envers. Tu vois, ce qui devrait être le gardien d'une certaine droiture, quoi. Il nous la joue à l'envers, pourquoi? Parce qu'en juillet, le Conseil d'État avait dit, bon, OK pour le pass sanitaire, si on peut avoir les tests, parce que ça permet de maintenir, il disait, que ça ne serait pas une mesure de protection, mais d'une incitation. Parce qu'il disait que sans les tests, ça serait une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée et familiale. Voilà. Et là, maintenant, le même Conseil d'État vient de valider le pass vaccinal sans les tests. Ça veut dire que lui-même, il nous amène dans cet engrenage où tu donnes un bout du doigt, on te bouffe tout le doigt. Pourquoi? Parce que, au fond, il faut comprendre que le vaccin est quasiment qu'un prétexte à ça. Il faut se fonder sur la déclaration que je crois très très importante de Cédric O, secrétaire d'État au numérique, qui nous disait « La crise nous offre l'opportunité d'une transformation plus volontaire encore ». Alors, c'est l'opportunité d'une transformation, ils ont la volonté de quoi? La volonté d'installer du numérique, le QR code, le téléphone portable, c'est comme ça que seront gérées les crises écologiques à l'avenir. On pourra sortir de chez nous si jamais on est en ordre sur un certain nombre de données sur notre téléphone portable. Je veux dire, on est entré dans un espèce de scénario de science-fiction là qui est patent. Bon, et puis, ce qu'ils ont la volonté aussi, c'est d'installer du contrôle sur les vies. C'est l'émergence du libéralisme autoritaire avec toute notre série de citations qu'on énonce en permanence, mais James Lovelock, face à la crise écologique, il peut être nécessaire de mettre la démocratie de côté pour un moment. George Steiner, il reviendra peut-être à des despotismes technologiques d'affronter les grandes crises. Et évidemment, ce que je pense, moi, je l'ai répété, mais tant pis, on en est à 2 ans de ça, mais c'est que cette crise du Covid n'est qu'une amorce de la grande crise, des grandes crises écologiques qu'on va avoir à traverser. Et que ça nous dit comment ils veulent gérer ça. Ils veulent gérer ça par le tout technologique et par le contrôle social, le contrôle sur nos vies par le biais du numérique. Bon, et donc on va se bagarrer parce qu'on ne veut pas de ce monde-là. Bon, et je dis, une fois qu'on est rentré dans ce monde-là, pour en sortir,
une fois que, puisque je parlais du dentifrice au début avec ma fille, une fois qu'on a fait sortir le dentifrice du tube, c'est bien difficile de le faire rentrer dedans, quoi. Donc se prend là une habitude. Ils sont drogués maintenant. Il faut bien voir qu'ils vont être drogués à ces QR codes. Ils ont trouvé une solution là, ils vont être drogués à ça. Et je vois mal comment, de la même manière qu'on ne fait pas machine arrière sur les états d'urgence, je vois mal comment on va faire machine arrière là-dessus, comment on va leur faire machine arrière, et même si on a le pouvoir, ça sera à nous de faire machine arrière. Ça va pas être évident non plus, parce que c'est un truc qui quasiment va s'installer dans les têtes. Donc voilà, il faut faire machine arrière, refuser dès maintenant. Et en tout cas, il faut qu'il y ait dans la société des voix qui s'élèvent pour dire non, pour maintenir un non, pour maintenir une barrière qu'on ne doit pas franchir, et que même s'ils la franchissent, cette barrière, elle continue à exister, elle ne s'installe pas comme une nouvelle norme. Puisque je parle de relever la digue, c'est des espèces de digues qui cèdent comme ça. Eh bien, on doit continuer à maintenir l'existence, quand bien même ça passe dans la loi, l'existence d'une digue que nous n'avons pas acceptée. Nous sommes prêts à revenir là-dessus. Tout comme, par exemple, moi, le libre-échange, il s'est installé dans les faits. Mais je n'ai pas accepté le libre-échange. Et la digue, elle doit tenir mentalement, pour que si on revient, on soit prêt à réinstaller cette digue-là. Bon, je conclus quand même. Ah non, et l'autre digue qui savent relever, toujours quand même, hein, c'est les prix sur les pauvres. Maintenant, ça y est, en pleine crise du Covid, tu vas devoir payer pour aller aux urgences. Tu vas payer 19,61 €, quoi. 20 €. J'en ai rien à foutre, moi, 20 €. Évidemment, je les sors comme ça. Mais oui, c'est vrai, quoi. On va pas se la raconter, c'est pas mon souci. Si je dois aller faire soigner ma gamine, mon gamin à l'hosto, j'aurais pas de difficulté à sortir 20 €. Mais pour combien de personnes ça va être un frein de se dire, oulala, bon, ma gamine, elle va pas bien, mais les 20 €, alors sur quoi je vais me priver? Mais c'est évident. Là, combien on nous dit que les Français modestes, mais modestes, c'est en dessous de 2000 € par mois. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont en dessous de 2000 € par mois. Eh bien, les Français modestes, le 10 du mois, il leur reste 55 € sur leur compte en banque. S'il y a 20 € à retenir, pour tous ceux qui sont en dessous de 2000 €, bah, ça va poser une question. Ça va peser dans l'équation. Je ne dis pas qu'ils iront pas, mais ça va faire se poser des questions. Et donc, ça va créer aussi des tensions avec le personnel hospitalier qui déjà dit qu'il y a des injures, il y a tout ça, parce que quand on attend pendant des heures, on n'est pas content. Quand on ne peut pas voir le spécialiste, enfin voilà, qu'on est angoissé par comment on se porte. Bon, donc voilà, cette digue-là, ils sont capables de la faire relever, y compris en pleine crise du Covid. Bon, alors ça y est, je m'énerve. Bon début d'année, hein. Je termine. Où est-ce qu'elle est ma conclusion? Je vais plus ou moins... Ah, ben alors, attends, t'as le sketch final, là. J'ai pas donné le sketch final. C'est quand même que on élimine les soignants non vaccinés de l'hôpital, même s'ils vont faire un test et qu'ils prouvent à l'entrée de l'hôpital qu'ils sont négatifs. Mais en revanche, on dit aux soignants qui sont positifs, qui sont malades, qui ont le Covid, qui peuvent retourner à l'hôpital pour soigner, quitte à transmettre le Covid à leurs collègues ou aux patients, en disant « mais non, ils maintiendront les gestes barrières. Attends, comment tu soignes à distance ?» Bon, ils auront le masque, ils auront des choses comme ça. Mais enfin, c'est quand même complètement incohérent. Et donc alors, moi je croyais, j'avais vu, tu sais, donc on a un fil Telegram, tout est organisé maintenant, on a un fil Telegram, avec un certain nombre de soignants qui nous envoient des données sur ce qui se passe dans leur hôpital. Bon, et donc on avait des données de la PHP, l'hôpital de Paris, qui disaient bien que, c'est quoi ? Professionnel de santé positif au SARS-CoV-2 asymptomatique. Il pourra être dérogé à la condition d'éviction afin d'assurer la continuité des prises en charge. Ben voilà, ça veut dire qu'ils peuvent continuer à bosser. On avait la même chose qu'on a vu à Rennes, hein, où de la même manière, on nous dit maintien au travail exceptionnel, c'est surligné, pour les asymptomatiques. Certes, mais exceptionnel, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que compte tenu de la tension de l'hôpital, ils sont tous rappelés. Ils nous disent, même quand ils sont malades, pour aller bosser. Et alors, je croyais que c'était un truc comme ça qui se faisait un peu en loose day. Mais on a donc une longue interview de notre ami Véran qui nous dit que le Haut Conseil de santé publique a validé la possibilité pour un soignant de déroger sous certaines conditions à l'isolement et de continuer à travailler même s'il a le Covid-19. Donc ça veut dire que c'est le ministère de la Santé s'appuyant sur... Donc, quelle est la valeur maintenant d'un Haut Conseil de la santé publique qui autorise les soignants à retourner bosser avec le Covid quand même? Bon, on peut s'interroger. Alors, il y a plein de trucs super dans cette interview de Véran. Par exemple, nous avons déjà ouvert des centaines de lits supplémentaires. Donc voilà, il est content. On vient de montrer qu'il en a fermé non pas des centaines, mais des milliers. Et il ose encore venir nous dire qu'il en a ouvert. C'est comme, tiens, puisque je l'ai sous la main là, il a balancé dans l'Assemblée
que j'avais voté contre le Ségur. Alors, tu sais, il balance ça avec tellement d'assurance que toi, tu es là, tu dis, j'ai voté contre le Ségur, moi. Moi, il me semble que j'étais pour le Ségur, j'étais pour relever les salaires des soignants, même si je pensais que ça ne résolvait pas le problème, mais il me semblait que j'étais pour, mais alors j'aurais voté contre. Je vais vérifier. Il n'y a pas une seule fois où j'ai voté contre, il n'y a pas une seule fois où je me suis exprimé contre les Ségur de la santé. Donc, bon, voilà, mais ils mentent avec tellement d'assurance qu'ils nous font douter de nous-mêmes, quoi. Pour récapituler, moi, je suis favorable au vaccin, je l'ai été d'emblée. Je pense, et ça le montre les statistiques, que ça évite aujourd'hui un certain nombre de formes graves. Je me suis bagarré pour que dans mon coin, il y ait un centre de vaccination qui ouvre à Flix-Secours, et même je souhaitais qu'il y ait des unités mobiles de vaccination qui passent dans tous les villages pour être au plus près des habitants. Je me suis bagarré pour qu'on produise ce vaccin en France. Je me bagarre encore pour qu'il y ait la levée des brevets pour nous et pour tous les pays. Et je me suis même montré, on peut dire, moins sceptique que Macron au départ sur ce vaccin. Bon, mais maintenant, je supporte pas, et ça depuis l'été dernier, que ça se fasse avec la seringue sous la gorge. C'est pas comme ça qu'on doit gérer les choses, à mon avis, avec les Français, avec nos concitoyens, qui ont le droit d'avoir des réserves là-dessus, et Macron lui-même le disait, qu'on ne connaît pas cette maladie et on ne connaît pas complètement ce vaccin. Et voilà, ça me répugne la manière dont on marginalise les non-vaccinés. Tu vois, tu as l'impression que maintenant, ils auront une espèce de crécelle, ça va être une crécelle numérique, hein, ça sera sur le téléphone portable, mais enfin, c'est les nouveaux lépreux, et si ça se trouve, quand ils approcheront, ça sonnera. Pourquoi? C'est un coup politique, évidemment, pour avoir des boucs émissaires. Alors, quelque part, dans la fin, même dans le courant du mouvement Gilets jaunes, Macron, il avait fait la même chose avec les Gilets jaunes, qui devenaient des espèces de pestiférés en marge de la société. Tu as l'impression d'un scénario de science-fiction où tu construis des marginaux comme ça à l'intérieur de la société que je déteste. Alors, le seul truc positif, et j'ai lu ça sur une réaction à un tweet que j'avais posté, et j'ai trouvé ça drôle, c'est un mec qui disait « Bon, au moins, ça fait des vacances aux Arabes ». Au moins, les musulmans, ils sont tranquilles pendant ce temps-là, parce que bon, ça se concentre sur les non-vaccinés, c'est les espèces de boucs émissaires de la société. Bon, moi, je supporte pas qu'il y ait un groupe qui soit comme ça. Tu sais, même, puisque je dis ça, c'est comme quand j'allais sur le parking des Whirlpool au moment de la fermeture de l'usine et que les ouvriers s'en prenaient aux assistés ou aux immigrés ou aux réfugiés. Je leur disais, mais attendez, qui c'est le responsable? Est-ce que c'est le gars à côté de chez vous qui touche des allocs ou n'importe quoi, ou est-ce que c'est le grand PDG Jeff Fettig, donc vous connaissez même pas le nom, qui se trouve à des milliers de kilomètres de chez vous et qui a décidé la fermeture de l'usine? Et ben là, c'est un peu de la même manière. On veut faire que les gens, ils se détestent entre eux en bas et on organise cette bataille entre vaccinés, non vaccinés et tout ça. On va se regarder là il ne faut plus regarder ce qui se passe en haut, c'est-à-dire la décision de baisser la digue à l'hôpital et baisser la digue en particulier dans les services de réanimation. Donc c'est un vrai choix politique de construire. Est-ce qu'on construit de la conflictualité entre les gens en bas? Et c'est ça qu'ils font, en ayant trouvé un groupe bouc émissaire. Ou est-ce qu'on construit une conflictualité entre le bas et le haut? Et évidemment, mon choix est fait. C'est un choix politique. Cette conflictualité, elle est à assumer vis-à-vis d'une élite qui a choisi de faire diminuer pour rendre service aux forces de l'argent. Parce qu'il faut bien voir que le fond de la pensée de tout ça, de Macron et Véran et compagnie avant la crise du Covid, c'est de dire qu'il doit y avoir des pans du public qui doivent passer au privé. Et d'ailleurs, ton médecin réanimateur, Djilali Hannan, il note bien que dans la convocation pour le Ségur de la santé, il n'y avait pas le mot public. C'est un symptôme. Leur volonté, c'est toujours de dégager les pans les plus profitables de la santé au privé. Bon, je me calme là-dessus. Je voudrais dire un dernier mot d'hommage à notre copain Roberto, qui est décédé ce week-end, le 31 décembre. Roberto, c'est un gars de la vallée de la Nièvre, qui a bossé donc, chez Saint-Frère, qui était toujours à nos côtés pour porter le drapeau de Picardie debout, qui était à toutes nos réunions. Et c'est l'un de ces visages discrets, mais qui font que tu sais pour qui tu te bats. Parce qu'il y a tellement à la fois de gentillesse, de timidité, et en même temps
d'envie de continuer à changer la société chez un Roberto, et j'espère chez des milliers de Roberto, chez des dizaines de milliers de Roberto du pays, que voilà. Bon, et c'est rare que on rende hommage comme ça aux figures un peu discrètes, populaires, en retrait, mais voilà. Des Roberto, ça fait qu'on sait pourquoi on prend le train, même quand il y en a 2 de supprimés, et qu'on pousse sa gamine un peu dehors de la maison le matin. Et j'espère que pour Roberto et pour tous les Roberto de France, eh ben, on va continuer à tenir le drapeau qu'il avait tenu pour nous. Voilà. Allez, maintenant, on va se bagarrer dans l'hémicycle.